Au nord-ouest de l'Afrique, proche du Sénégal, se trouve le fabuleux archipel du Cap-Vert. Il impressionne par la beauté de ses paysages, son environnement et la richesse de sa culture. São Vicente, Santo Antão, Boa Vista, Sal et Santiago. Un voyage hors des sentiers battus sur 5 de ces 11 îles, à la découverte des merveilles du Cap-Vert. Au nord-ouest de l'archipel, l'île de São Vicente possède avec Mindelo l'une des plus belles baies au monde. L'anse est connue des marins depuis le XVIIe siècle, mais c'est au milieu du XIXe que Mindelo voit le jour et se développe. En arrivant par la mer, le regard se pose sur la réplique miniature de la tour de Belém qui se trouve à Lisbonne. Cette petite sœur, construite en 1920, évoque ainsi le passé portugais du Cap-Vert. La ville elle-même tient son nom de la commune portugaise de Mindelo. Juste à côté, les pêcheurs débarquent les prises du jour sur le ponton principal. Les eaux poissonneuses représentent pour le pays les 3/4 de ses exportations. Plus de 45 000 tonnes sortent des fonds chaque année. Thon, vivano rouge, marlin, langoustes et homards viennent garnir les tables européennes, américaines et chinoises. Dans l'artère principale de la ville, la rue de Lisbonne, le marché municipal est un lieu à ne pas rater. Dans ce bâtiment colonial de la fin du XIXe siècle, on trouve de nombreux produits locaux. Les fabrications artisanales en paille tressée y côtoient les remèdes de grand-mère et les fruits et légumes d'Afrique, tels que la papaye, la patate douce ou l'igname. Michael est le chef d'un des meilleurs restaurants de la ville. Bonjour. C'est ici qu'il achète ses produits qui composent le plat national, la cachupa. Une sorte de ragoût dont les ingrédients de base sont le maïs et les haricots secs. Les Capverdiens en raffolent tellement qu'ils s'en servent même au petit déjeuner. Le secret d'une bonne cachupa est avant tout de bien faire cuire maïs et haricots dans l'eau bouillante, avec du gras de porc, pendant plusieurs heures. Il faut également faire rissoler dans une poêle un mélange de viande et de poisson. Regrouper le tout et mélanger sans faire brûler. Ensuite, on verse quelques cuillères de sauce tomate, sans oublier d'ajouter choux, carottes et ciboulettes. C'est une recette que je tiens de ma mère. Je suis très fier de partager ce plat traditionnel du Cap-Vert avec mes clients. C'est notre patrimoine culinaire. C'est important de le préserver. Dans la salle du restaurant, un musicien évoque dans ses chansons la douceur de vie locale que tout le monde résume ici en un mot, la morabeza. Mindelo est la capitale culturelle. Duka est né ici et a choisi de rester vivre ici. Il s'est donné comme mission de préserver l'âme de Mindelo.
La musique, c'est la principale forme d'expression culturelle de notre île. Dans l'une des rares vieilles bâtisses coloniales, rescapées de l'expansion du centre-ville, il a créé une école de musique pour les enfants des quartiers populaires. Un enseignement qui va bien au-delà de la lecture des partitions. Pour moi, c'est très important de transmettre notre culture à nos enfants, afin qu'elle ne disparaisse pas. C'est vraiment quelque chose de très émouvant de réussir à transmettre ces valeurs par l'enseignement. La musique traditionnelle de São Vicente, c'est la coladera, un rythme festif né au XXe siècle. Au coucher du soleil, Duca a rendez-vous pour jouer une coladera au grand air. Il a prévu de revisiter Chalquete, un tube des années 80. Il est accompagné par Luis, virtuose du cavaquinho, un instrument traditionnel. Cette petite guitare, importée au XIXe siècle par les Portugais, est devenue l'instrument emblématique du Cap-Vert. Si le cavaquinho n'a pas de secret pour Luis, c'est sûrement parce qu'il passe ses journées à en fabriquer. Il est en effet le meilleur luthier de la ville. Guitare et violon ou cavaquinho. Dans son atelier avec ses 3 employés, c'est une histoire de famille qui se raconte. Cette passion est née dans l'atelier de mon père. C'est lui, le maître Batista, qui m'a appris à fabriquer ces instruments. Il était très exigeant avec moi, mais c'était pour mon bien, et j'éprouvais beaucoup de plaisir à apprendre à ses côtés. Le père de Luis avait lui-même hérité de son père, un luthier espagnol de Valence. Un savoir-faire familial, de maître à disciple, qui en plus d'un siècle a voyagé d'Espagne jusqu'au Cap-Vert. C'est une vraie fierté pour moi que nous soyons luthiers et musiciens depuis 3 générations. Grâce aux migrants et explorateurs portugais, le cavaquinho a fait le tour du monde. Au fil du temps, cet instrument est devenu l'emblème du métissage des îles du Cap-Vert. Je fabrique des instruments avec mon âme. Je me sens moins un luthier, mais plus un créateur d'œuvres. Même si je fabrique des choses qui existent déjà, ce que je préfère, c'est inventer des instruments qui n'existent pas. J'aime créer de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Depuis sa création jusqu'à nos jours, la musique a toujours accompagné l'histoire du pays. Sur les trottoirs de l'artère principale de la ville, à la manière des étoiles hollywoodiennes, se succèdent les empreintes des plus grandes stars de la musique locale. Comme Beleza, le poète et compositeur le plus célèbre du Cap-Vert, et oncle de la star mondiale Cesaria Évora. Il faut se rendre sur la place Dom Luis pour contempler une œuvre très originale. Sur les murs de la bibliothèque municipale, l'artiste portugais Vils a réalisé au burin un incroyable portrait de la chanteuse. La technique de ce street artiste est surprenante et engagée. Au lieu d'ajouter des couches de peinture sur les murs, il retire pour révéler. Une destruction créatrice méticuleuse, devenue un lieu incontournable de la ville. À Mindelo, toute la cité est empreinte à l'âme de la chanteuse. Au Palais des Peuples, une exposition permanente retrace le fabuleux destin de celle que l'on a surnommée la diva aux pieds nus. Plusieurs de ses tenues de scène sont exposées comme des trophées. Ici, la robe qu'elle portait lors d'un concert à Moscou. Là, un vêtement qui a connu son heure de gloire à Paris. En véritable ambassadrice culturelle de son pays, sa voix nostalgique a conquis la terre entière.
même un milliardaire sibérien qui l'avait fait venir pour un concert privé dont l'unique enregistrement est précieusement conservé dans une vitrine du musée. Sur les murs, les photos personnelles de la diva retracent les années de ses tournées à travers le monde. Des clichés illustrent également ses obsèques nationales lors de sa disparition en 2011. À l'étage du Palais des Peuples, les influences du continent africain se racontent au travers d'une collection de masques de guerre. Ces parures, destinées à effrayer l'adversaire, proviennent d'ethnies qui vivaient en Côte d'Ivoire et au Libéria. L'artisanat local s'expose également dans plusieurs pièces. Ici, d'anciennes harpes dogon provenant du Mali. On y admire également les œuvres de peintres locaux, comme Tuto Souza et Miguel Lévy. L'île de São Vicente est réputée pour son coucher du soleil extraordinaire sur le mont Cara. Cara, qui veut dire visage, fait référence à la forme de la montagne, qui évoque le profil d'un géant couché. Certains y voient également le profil d'une femme à son autre extrémité. Plus au nord, vers le village de pêcheurs de Salamanca, Elena et Deborah arpentent la plage à la recherche de la matière première qu'elles utilisent dans leur entreprise. Les deux jeunes femmes ont créé Simili, une marque de tissu recyclé fabriquée à partir de vieux filets de pêche qui échouent régulièrement sur le rivage. Une chasse au trésor écologique, un business solidaire et durable qui transforme le plastique en or. C'est une chose précieuse pour nous parce que grâce à cette initiative, on réussit à rendre beau ce qui ne l'est pas vraiment. Oh, c'est très joli, c'est la bonne taille. Il suffira de coudre une corde sur le côté et ça fera un bon sac de plongée. Nous sommes très fiers de ce travail, mais notre rêve, c'est que nous ne retrouvions plus ces filets en plastique dans l'eau et sur le rivage. Une fois la collecte terminée, direction les locaux de fabrication. Le projet d'Elena et Deborah ne se contente pas de dépolluer les bords de mer. Il crée aussi des emplois durables dans le village de pêcheurs. Au total, 4 couturières travaillent à plein temps. Salut Flavia, tu vas bien? Après avoir démêlé et classé par couleur les fibres, elles les assemblent à l'aide d'un métier à tisser. Il ne leur reste plus qu'à coudre leur création sur des sacs de chanvre. Elena et Deborah distribuent leurs sacs un peu partout sur l'île. Mais l'endroit où elles en vendent le plus, c'est dans cette boutique éco-solidaire du centre-ville de Mindelo. Ici, du sac au bibelot, tout est pensé par et pour les classes populaires de l'île. Quittons maintenant l'île de São Vicente pour sa voisine Santo Antão.
Le principal moyen de transport pour s'y rendre, c'est le bateau. Une compagnie nationale assure à la population un service public bon marché et pratique pour se déplacer. Dans l'archipel, tout passe par les navires. Matériel, nourriture et animaux remplissent les cales et leur donnent des airs de grands bazars éphémères. Santo Antão est l'île du Cap-Vert la plus au nord et la plus éloignée du continent africain. D'origine entièrement volcanique, elle possède deux versants totalement différents. Au sud, des terres arides et des falaises qui tombent à pic dans la mer. C'est pourtant là que se fabrique la spécialité la plus connue et la plus demandée de l'île, le fromage de chèvre. Antonio élève ses chèvres près du volcan de Morro da Tubarão. Le moment de la journée qu'il préfère, c'est celui-ci, lorsque les chevreaux rejoignent leur mère pour se nourrir. Une fois le lait tiré, Ronnie le filtre, puis il rajoute l'ingrédient indispensable à la transformation. Ici, pas de ferment lactique issu d'un laboratoire, mais un produit naturel provenant directement de l'intestin d'une des chèvres du troupeau. Quand je fais mon fromage, j'oublie tous mes problèmes, la sécheresse. C'est une sorte de méditation. Ce n'est pas seulement un moyen de gagner ma vie, c'est aussi une véritable passion de tous les jours. Jusque dans les années 60, il était impossible de rejoindre le versant nord par la terre. Une route entièrement pavée fut alors construite. Elle mène au centre de l'île à près de 1500 mètres d'altitude, à la découverte du cratère de Cova. Sa caldeira, d'un diamètre d'environ 1 km, est arrosée par de fortes précipitations apportées par les alizés. On y cultive du maïs et des haricots. Un peu plus loin, les hauteurs du cratère offrent un spectacle envoûtant. Les nuages s'engouffrent dans les terres à la manière de cascades d'eau. À proximité du village de Corda, un petit chemin mène au lieu le plus connu de l'île, la vallée de Paul. La végétation luxuriante offre un véritable contraste avec le reste de l'île. Les fleurs de canne à sucre qui inondent la vallée donnent au paysage un caractère enchanteur. Les jardins en terrasse, façonnés par la main de l'homme au fil des siècles, habillent les montagnes. Le secret de cette nature exubérante tient à la création d'un réseau d'irrigation constitué de centaines de bassins de rétention et de canaux ramenant l'eau jusqu'aux champs. Pour gérer cette richesse aquatique, la vallée de Paul peut compter sur les mérines d'agua, les gardiens de l'eau. Ce sont eux qui libèrent l'eau des bassins et la dirigent jusqu'aux parcelles cultivées. Un travail que Kevin n'échangerait pour rien au monde. Pour moi, c'est un véritable privilège de travailler au milieu de ces magnifiques paysages. Ici, l'eau, c'est un peu comme le sang qui coulerait dans les veines de la vallée de Paul. Mon travail est fondamental pour notre agriculture. Gérer ces réserves d'eau, c'est une grande responsabilité. J'ai l'impression de donner la vie à notre vallée. Sur ces terrasses à flanc de montagne, poussent des choux, des aubergines, mais aussi des papayes, des fruits de la passion et des fruits de l'arbre à pain. Une fois bouillie dans l'eau, cette boule verte est très appréciée des Capverdiens pour son goût de pomme de terre. Avec ses chemins escarpés, ce cadre paradisiaque est devenu le rendez-vous des randonneurs du monde entier. C'est le lieu le plus visité de l'île et un moment fort lors d'un voyage au Cap-Vert. Ronnie est né à Santo Antão. Il y a créé le site internet Bem Mamine.
qui veut dire « viens avec moi » en créole. Grâce au web, Ronnie met directement en contact les guides locaux avec les touristes. Un tourisme durable qui, d'année en année, remporte un grand succès. Aujourd'hui, il accompagne une jeune femme sur les pistes escarpées de la vallée. Et ça, c'est igname, avec des feuilles grosses comme ça. On mange la racine de cette plante et normalement, elle pousse que dans l'eau. Et juste à côté, on voit aussi des herbes comme ça, c'est le cresson. On peut manger comme ça, et tu peux faire soupe, salade, manger dans la salade. C'est très bon pour la santé. Et là, il y a un bananier. Voilà, il y a un régime de bananes. En bon connaisseur de la région, Ronnie sait trouver les petits trucs qui surprennent à chaque fois ses clients. Bon, ça, c'est l'hibiscus. On peut l'utiliser pour faire du thé. C'est très bon pour la santé et on peut même manger. Quand j'étais petit, on mangeait beaucoup ça. Regarde, goûte. Délicieux. Si le thé d'hibiscus est réputé dans le pays, une autre boisson chaude fait la fierté du Cap-Vert, le café. Les grains qui poussent ici font partie des meilleurs au monde. Introduit à la fin du XVIIIe siècle par les Portugais, sa production reste aujourd'hui confidentielle. Dans toute la vallée de Pol, on torréfie de façon très artisanale la précieuse récolte. Edna vient juste de récupérer des grains bien secs et s'apprête à les torréfier. Le monde entier nous envie notre café. Je fais du café car ici tout le monde aime le café. C'est une des boissons préférées des habitants de la vallée. Le cafetier est un arbre intéressant à cultiver ici car il ne demande pas beaucoup d'eau. Après avoir écrasé les grains avec un pilon pour retirer leur coque, Edna fait un premier tri à la main. On appelle cela le déparchage. Ensuite, elle secoue les grains dans un panier et, en soufflant, fait voler les peaux les plus fines. Le café vert cultivé ici contient des antioxydants qui seraient très bons pour la santé. Le secret d'un bon café, c'est sa torréfaction. Il faut le chauffer suffisamment, mais pas trop. Une fois les grains torréfiés, le travail n'est pas fini. Il faut encore beaucoup d'huile de coude pour réduire le tout en poudre. Reste ensuite à tamiser et sécher légèrement avant de pouvoir consommer. À la nuit tombée, dans les meilleurs bars de la vallée, on danse la mazurka. Originaire de Pologne, cette danse illustre parfaitement la culture cosmopolite du Cap-Vert. Elle est arrivée sur l'île au XIXe siècle et s'est installée rapidement, notamment à Santo Antão, où elle est devenue la danse traditionnelle. Elle se marie parfaitement à la musique locale. Cette boîte à percussion s'appelle le caron. C'était autrefois une caisse destinée à la cueillette que les esclaves ont transformée en instrument de musique. Dans cet établissement, au-dessus du comptoir, on trouve une décoration très originale. Des poissons hérissons pêchés par le propriétaire du lieu sont suspendus au plafond en guise d'abat-jour. Lorsqu'ils sont effrayés, ces poissons gonflent et triplent de volume.
Derrière le bar, dans d'énormes bonbonnes en verre, un mélange de rhum local et de fruits de la vallée. Et dans certaines bouteilles, on peut même y trouver un scolopendre venimeux. Quittons maintenant Santo Antao pour nous rendre plus au sud, à la découverte de l'île la plus proche du Sénégal, Boa Vista. Diego Gomez, l'explorateur qui l'a découverte, la baptisa Boa Vista, belle vue en portugais, pour ses paysages de rêve. Sur plus de 11 km de sable fin, s'étend l'une des merveilles du Cap-Vert. La plage de Santa Monica, quasi déserte et baignée par des eaux turquoises, c'est l'un des principaux lieux de ponte dans le monde pour les tortues imbriquées. Les premiers œufs ont éclos et ces nouveaux-nés, d'à peine 5 cm, affrontent le premier défi de leur existence. Ils vont devoir traverser la plage pour rejoindre l'océan. Mais crabes, poissons et oiseaux rôdent et espèrent bien en faire leur repas. Seul un tout petit nombre survivra au premier jour. Les femelles adultes sortent de l'eau uniquement pour pondre et repartent directement dans l'océan après avoir enterré leurs œufs. Les traces laissées par leurs pattes sur le sable forment de gigantesques arabesques que l'on distingue depuis le ciel. Elles vivent entre 45 et 65 ans, généralement le long des côtes, dans des eaux entre 13 et 28 degrés. Elles mesurent en moyenne près d'1 mètre. De nombreuses entreprises locales proposent l'expérience unique de nager à leur côté. Un peu plus au nord, un autre endroit vaut le détour. La plage de Varandina est particulièrement connue pour son romantisme. Les amoureux gravent leur attachement sur les parois de ces cavités à l'aide de petits morceaux de charbon. L'originalité de ces concrétions fait parfois penser à de l'art moderne. Les trous dans la roche offrent un refuge aux oiseaux migrateurs qui viennent y pondre leurs œufs. Boa Vista accueille de nombreuses espèces durant l'hiver européen. L'association de protection de l'environnement, BIOS, mène un programme d'études sur les phaétons à bec rouge. Vania et Nuno arpentent le littoral à la recherche des trous où se nichent les femelles. Et parfois, comme aujourd'hui, c'est au bord d'une falaise. Juste en dessous d'eux, plus d'une centaine de mètres de ravin. Nous faisons cette étude en collaboration avec l'Université de Barcelone. C'est dans le cadre de notre mission de conservation des animaux. La première opération consiste à mesurer et vérifier la croissance du phaéton. Dans cette étude, nous recueillons un maximum d'informations sur les oiseaux et nous les envoyons à Barcelone pour qu'elles soient compilées et analysées. Vania et Nuno ont placé des balises GPS sur les pattes de l'oiseau il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ils sont venus pour récupérer les données et poser de nouveaux traceurs. La femelle va bientôt reprendre la route et les batteries de la puce GPS doivent être pleines afin de pouvoir la géolocaliser durant son trajet. Nous étudions la migration de cette espèce pour savoir comment et où ils se nourrissent pendant leur voyage. Nous essayons de tout savoir sur la vie des phaétons. Si Boa Vista est un petit paradis pour les oiseaux, une autre espèce animale y vit également en toute quiétude. Des ânes, introduits par les colons portugais pour transporter les charges lourdes, sont retournés à l'état sauvage avec l'apparition du moteur à explosion. Ils font maintenant partie du paysage et profitent eux aussi de la morabeza capverdienne. Boa Vista n'est pas épargné par les alizés. Le vent y souffle avec force quasiment toute l'année, faisant de l'île l'un des meilleurs spots au monde pour le kitesurf. De nombreux locaux se sont intéressés à ce sport, jusqu'à devenir de véritables pros de la discipline.
Sur la plage de Carlota, 4 Crioles est l'une des toutes premières écoles à avoir vu le jour. Yuri, un des associés, y enseigne l'art de la voile depuis plus de 7 ans. Mon métier est vraiment cool parce que je peux partager ma passion avec les autres tout en gagnant ma vie. En donnant des cours de kite, je rencontre des gens du monde entier. Et quand tu vis isolé sur une île, c'est vraiment une grande richesse. Le tourisme à Boa Vista est la principale ressource. L'enseignement du kitesurf permet aux habitants de gagner leur vie grâce à une ressource naturelle inépuisable. Pour moi, ce vent, c'est vraiment l'or de Boa Vista. Faire du kite, c'est une sensation super cool, vraiment extraordinaire. Spécialement quand on saute, on a une grande sensation de liberté. J'ai l'impression de voler comme un oiseau. Mais parfois, le vent peut aussi devenir le pire ennemi de l'île. De décembre à février, l'harmattan, un vent chaud chargé de sable en provenance du Sahara, s'abat sur Boa Vista pendant plusieurs semaines. Assombrissant le ciel, il aggrave la sécheresse, déjà très présente au Cap-Vert. Les avions sont alors cloués au sol et souvent les voies de navigation ferment également. Une partie du sable de l'harmattan s'échoue au cœur de la réserve de Morro de Araya, une étendue de dunes de sable longue de plus de 20 km face à la mer. Un paysage que vient juste troubler le vacarme des groupes de touristes en quad. Le reste du vent sablé finit sa course dans les terres, ce qui a donné naissance à ce petit bout de désert au milieu de l'océan Atlantique. Cette extension du Sahara est unique. C'est l'une des merveilles qu'il ne faut pas rater lors d'un voyage dans l'archipel. Cette bande de sable, d'à peine 1 km de large sur 5 de long, est devenue le terrain de jeu favori des habitants. On vient pour surfer sur les dunes. Des touristes goûtent aussi aux frissons de la glisse, sur 2 à 3 mètres de pente. À quelques kilomètres de là, un autre site exceptionnel s'offre aux visiteurs. L'épave du navire espagnol Cabo de Santa Maria. Pris dans une tempête en 1968, le bateau s'échoue sur le rivage de Boa Vista. Chargé de nourriture, d'électroménager et de vêtements, l'épave devient rapidement une véritable aubaine pour les autochtones. Pendant près d'1 an, le Cabo de Santa Maria les nourrira alors qu'ils faisaient face à une disette. Sa cargaison contenait également 4 cloches pour une cathédrale au Brésil. Elle repose en paix depuis lors dans les profondeurs de l'océan. En souvenir de cette offrande de la Providence, la plage de Atalanta fut rebaptisée Cabo de Santa Maria. Les eaux capricieuses de Boa Vista font couler les navires depuis des siècles. Pour mieux comprendre cette culture du naufrage, il faut se rendre dans le centre-ville de Salré, la capitale de l'île. C'est ici que se trouve un petit musée très original, celui des naufragés. Une cale de bateau reconstituée plonge les visiteurs dans l'univers des explorateurs et des légendaires traversées transatlantiques. On y trouve de nombreux trésors provenant des naufrages de vieux gréements. Dans cette vitrine, un authentique crucifix datant du XVIIe siècle, à l'image d'un Christ aux apparences africaines. Là, un chandelier juif du XIIIe siècle, et ici, des pièces d'or portugaises du XVIIIe. Une partie du musée est consacrée à l'histoire africaine et la douloureuse période de l'esclavage. Sur ce dessin d'époque, on visualise de quelle manière ces hommes étaient entassés dans les cales des bateaux et on comprend pourquoi seul un petit nombre survivait au voyage. Un autre dessin rappelle que le nom du pays est inspiré de la presqu'île du Cap-Vert située au Sénégal. À l'étage,
Les murs du musée racontent l'histoire du peuple capverdien depuis l'arrivée des premiers colons jusqu'aux premières vagues d'immigration au XXe siècle. Cet exode, pour raisons économiques, n'a jamais cessé. Les envois d'argent de diaspora sont même devenus la principale source de devises étrangères du pays. De ce déracinement ou du manque des proches que l'on voit émigrer, est née une nostalgie qu'on appelle saudade. Elle se raconte au travers d'un style musical né à Boa Vista, qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, appelé la morna. Un artiste franco-capverdien incarne à merveille cette saudade. Moia das quebrando a praia de chão. Moia rabi d'aparcer nasci alto. Thibaut est bercé par les sonorités mélancoliques de la morna depuis son enfance. Il raconte son attachement à l'archipel en musique depuis plus de 20 ans. Je suis né à Paris, dans une famille de musiciens du Cap-Vert. Donc j'ai grandi dans la musique depuis enfant. Pour moi, la musique, c'était le pont entre le Cap-Vert et la France. J'avais la saudade de revoir le Cap-Vert quand j'étais petit, quand je venais en étant enfant. Je suis revenu dans mon pays d'origine après 20 ans d'absence pour un concert en hommage à Césaria Évora. Hey, salut! Finalement, les invitations se sont enchaînées et je ne suis jamais reparti. Je chantais la chanson Pombinha, qui est une chanson que ma grande-tante m'a appris quand j'étais enfant. Et c'est devenu un très gros succès. Tous les enfants chantent Pombinha. Pombinha, Pombinha, chante la Pombinha. Pombinha, la 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 la. Pombinha, la 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 la. Pombinha, la 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 la. Pour l'inspiration d'un artiste, Boa Vista, c'est le côté idéal pour voyager intérieurement, spirituellement. À 3 heures de bateau de Boa Vista se trouve l'île la plus connue du pays, l'île de Sal. La plage de Santa Maria, située au sud de Sal, est un haut lieu du tourisme balnéaire. Elle accueille la majorité des 700 000 visiteurs annuels. Le centre-ville possède encore quelques façades coloniales. Sa promenade pavée est le lieu de rendez-vous après la plage. Sal veut dire sel en portugais. L'île doit justement son nom à ses mines de sel qui, au XIXe siècle, produisaient près de 30 000 tonnes des précieux cristaux, principalement pour le Brésil. Une activité florissante qui s'arrêta brusquement lorsque Brasilia instaura de fortes taxes à l'importation. Aujourd'hui, Pedra de Lume, la mine la plus importante de l'île, est devenue une attraction touristique. On vient ici pour se baigner dans les salines. Ce bassin renferme une eau tellement chargée en sel qu'on flotte totalement. Impossible de couler et pas facile de nager. Un lieu propice à la détente. Les côtes rocheuses de l'île proposent un décor de rêve pour de belles balades. Dans le village de Mourderia, lorsque la mer est calme,
les trous dans la roche offrent des piscines naturelles où se baigner. Mais lorsque la mer est agitée, les vagues se brisent sur les rochers et s'engouffrent dans les crevasses. Un spectacle saisissant à contempler alors à bonne distance. Sur la côte est de l'île, on vient goûter au grand frisson de la Shark Bay. Dans cette petite calanque, véritable pouponnière de requins, les guides attirent les jeunes squales avec de la nourriture pour qu'ils passent entre les jambes des touristes. Les requins citrons se nourrissent essentiellement d'autres poissons et ne sont pas agressifs. Avant d'atteindre leur taille d'adulte, plus de 3 mètres pour près de 200 kg, ils ne représentent aucun danger pour l'homme. De nombreux petits poissons les accompagnent et se collent sur leur peau pour se nourrir des parasites et bactéries qui s'y trouvent. Si les petits aiment venir jouer et se nourrir au contact des humains, les requins adultes, plus prudents, surveillent leur progéniture depuis le large, mais restent toujours prêts à intervenir. À Salles, le tourisme fournit des emplois à beaucoup de Cap-Verdiens qui viennent de tout l'archipel pour travailler ici. Toutes les idées sont bonnes pour occuper et divertir les vacanciers. Face à la mer, sur une colline, une tyrolienne propose une aventure hors du commun. Une descente sur plus de 1000 mètres à 110 km/h. Casqués et harnachés, les intrépides volent pendant une dizaine de minutes, suspendus à plus de 100 mètres de hauteur. Sensations fortes et souvenirs inoubliables garantis. En fin de journée, il faut se rendre au sud-ouest de l'île, sur la plage de Ponta Preta, pour admirer le soleil se coucher dans la mer. C'est aussi le spot de surf le plus réputé du Cap-Vert. Direction Santiago, la plus grande île de l'archipel. Sur près de 1000 km², Santiago accueille plus de la moitié de la population du pays. C'est le centre économique et politique du Cap-Vert. À Praia, sa capitale, face au palais présidentiel, se tient la statue de Diego Gomez, un des navigateurs qui découvrit l'île en 1460. À côté, la caserne militaire Jem Mota est le plus ancien bâtiment de la ville. Il tient son nom du combattant éponyme qui lutta pour l'indépendance. À quelques centaines de mètres se trouve justement la rue du 5 juillet. Elle rend hommage au jour de la déclaration de l'indépendance du pays en 1975. On vient ici pour se restaurer ou se balader en famille. Toujours dans le centre historique, que l'on appelle le plateau car perché dans les hauteurs, on découvre de magnifiques œuvres de street art. Plus bas, il ne faut surtout pas rater le mémorial d'Amilcar Cabral. Ce pionnier de la lutte pour l'indépendance est une figure emblématique pour tous les Cap-Verdiens. Inspiré par le marxisme et les luttes anticoloniales africaines, Amilcar fonde un parti politique et tente d'obtenir une issue pacifique au statut colonial de la Guinée portugaise et du Cap-Vert. Mais ne parvenant pas à leur fin, lui et ses partisans finissent par s'orienter vers la lutte armée. Parallèlement, Amilcar déploie une intense activité diplomatique et obtient la reconnaissance de son combat par les Nations Unies. Il finira malheureusement assassiné 2 ans avant l'indépendance
et restera à jamais le martyr de la libération du Cap-Vert. À 15 km plus à l'ouest, Cidade Vela est la toute première capitale de l'île fondée en 1587. Principal carrefour de la traite négrière jusqu'au XVIIe siècle, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut y voir les ruines de l'unique cathédrale du Cap-Vert, qui fut totalement détruite en 1712 par le pirate français Jacques Cassard. Même les cloches n'auront pas résisté à son assaut. Dans les hauteurs de la ville se trouve la forteresse de São Filipe. Elle a été construite pour faire face aux assauts répétés des pirates. Édifiée en 1587, elle est entièrement constituée de pierres importées du Portugal. Son emplacement stratégique permettait à ses canons d'atteindre les navires ennemis qui s'approchaient trop près. À l'intérieur se trouvaient les entrepôts militaires, une citerne en briques, la résidence du gouverneur, la garnison, une chapelle et la prison. Face à la mer, le pilori et sa potence ont été conservés pour rappeler comment les esclavagistes punissaient leurs victimes. On les attachait là, au soleil, pendant des heures, et elles finissaient le plus souvent pendues. En reprenant la route vers le nord, il faut absolument pousser jusqu'au village d'Espino Branco, à la rencontre d'une communauté au mode de vie authentique. Cette confrérie fait partie de groupes qui se sont révoltés contre les réformes liturgiques de l'Église catholique dans les années 40. Les Rabelados se sont isolés du reste de la société pour vivre en autarcie et communier selon leurs principes. Ils vivent quasiment en autosuffisance et cultivent leur potager selon un mode ancestral. Il s'agit de la technique dite des 3 sœurs, qui consiste à faire pousser 3 légumes ensemble, le maïs, les haricots et les courges. Complémentaires, ils s'enrichissent et se protègent mutuellement, tout en constituant une base pour un régime alimentaire équilibré. Ce sont aussi les ingrédients essentiels de la cachupa, le plat national. L'habitat traditionnel des Rabelados est constitué à l'aide de feuilles de canne à sucre, de bananier et de bambou. Mais avec le temps, la communauté s'est ouverte au monde et à la modernité. Aujourd'hui, leurs constructions peuvent affronter les intempéries et le temps qui passe. Les Rabelados ont même créé un gîte peu banal que l'on peut louer sur Internet depuis des plateformes de réservation très connues. L'intérieur dispose d'un confort certes rustique, mais d'une vue sur la mer. Une boutique de souvenirs propose même des cadeaux faits maison. Certains se sont découverts des talents d'artistes et après le travail dans les champs, ils jouent volontiers du pinceau. Fico est l'un des premiers à s'être mis à la peinture. Depuis maintenant 15 ans, tous les après-midi, il crée toiles et poteries. Aujourd'hui, je peins des fleurs, car les Rabelados adorent les fleurs. C'est quelque chose d'important pour nous. Je dessine aussi une case traditionnelle en paille, car les touristes achètent beaucoup de peintures avec nos maisons. Quand je peins, j'ai besoin d'être concentré sur ce que je fais. Si je suis préoccupé et que je pense à autre chose, je n'arrive pas à créer. Et si on vient sans arrêt me déranger quand je peins pour me demander de faire autre chose, alors je peux même devenir très nerveux.
J'aime aussi beaucoup peindre l'amour et les couples qui s'embrassent. Sur la place du village, tous se retrouvent pour jouer à l'oril, un jeu traditionnel africain plus connu sous le nom d'awalé. Le joueur pioche les graines dans l'un des trous de son territoire et les dissémine une par une dans les cases adjacentes. Le but du jeu est de gagner un maximum de graines au détriment de son adversaire. Jeux et palabres les occuperont jusqu'au coucher du soleil. Que ce soit les paysages variés, la nature a coupé le souffle, ou la gentillesse de ce peuple métissé, il y a 1001 raisons pour le voyageur de venir profiter de la Morabeza du Cap-Vert.